Seminar 12, A Critique of Bernfeld, March the 9th, 1960. Reaction Formation and Sublimation, the Precociousness of Sublimation, between Freudian Aesthetics and Ethics, Sublimation and Identification, a Curiosity. Let us not forget that this year I resolved that this seminar would be a real seminar. This is all the more essential because we have among us not a few people capable of contributing, including someone whom I can call our friend. That is Pierre Kaufmann, who is an assistant at the Sorbonne. He has been following what goes on at this seminar for a long time now and has been attentive to its work in the most useful of ways. Perhaps some of you follow his philosophical chronicle that appears in Combat on Thursdays. He has several times discussed my teaching on the occasion of the Royaumont Conference, for example, or quite recently when he was good enough to give an account of the work that was useful to an author such as Henri Lefebvre. He has complained of a deficiency of some kind in my teaching on the basis of the mere sight of a part of it or of an article. In any case, 4 weeks ago I referred to a little article of Bernfeld. It was called Bemerkungen über Sublimierung, which appeared in Imago in 1922. Mr. Kaufmann was good enough to show an interest in it, and our discussion progressed to the point where he brought me something that appeared to be both suggestive and promising enough for me to encourage him to develop it, as far as time and interest permitted. He would thus present the thoughts that were inspired by Bernfeld's article and the further developments it inspired in him. Please note especially that on a number of occasions in this presentation very interesting allusions will be made. I can only call them allusions when I think of all that Mr. Kaufmann has added relative to the sources of the matter he was dealing with in the field of psychology at the moment when he became interested in it. In France, as in the English-speaking countries, we are quite ignorant of a whole extremely rich German tradition, which shows that Freud, in fact, was the object of readings that were careful, extensive, and, in a word, immense. On many points we have a lot to learn about things that even Mr. Kaufmann hasn't formulated completely or published. You will get some idea of that today. I now give him the floor and thank him in advance for what he has prepared for us. Mr. Kaufmann's talk followed. What emerges from your talk is the frequent obscurity of Bernfeld's theory, or at least of the application of it that he attempts to give to the case under consideration. The result is quite ambiguous and gives rise to a problem. It is, in short, Bernfeld's thesis that one can only talk of sublimation when there is a transfer of energy from the object libido to the Ich-Seele. The Ich-Seele are pre-existent, and there is sublimation when libidinal energy is reinvigorated, updated as the child enters the phase of puberty. A part of the energy is transferred from the aims of pleasure to the aims of Ich-Gerechte, which are in conformity with the ego. And although the Freudian distinction between Verdrängung and Sublimierung is maintained, it is nevertheless only at the moment when Verdrängung appears that Sublimierung is perceptible. For example, it is only when the love of the child for the person Melita is felt as a process of repression, that which is not completely obscured by the force of the latter is able to pass to the level of sublimation. Thus for him there is a kind of synchrony between the two processes. Let's say that Bernfeld is only able to grasp sublimation when he has the immediate correlative of repression. Kaufmann, although he says that there is some ambiguity in the three essays, he nevertheless adds that it is clear that sublimation is distinguished from reaction formation by the non-repressed character of the libido. Lacan. In reality, the greatest ambiguity reigns in the three essays on the theory of sexuality on the subject of the relations between spiritual reaction and Sublimierung. The problem begins with the text on pages 78 and 79 of Gesammelte Werke. At that time, this articulation of the problem caused a great many difficulties for the commentators. People wondered, depending on the different passages, whether Freud turned Sublimierung into a particular form of reaction formation, or whether, on the contrary, reaction formation isn't to be located within a form in which Sublimierung would have a broader significance. The only important thing to remember is the little sentence to be found at the bottom of note 79, which concludes the whole paragraph on reaction formation and sublimation. It makes a distinction that hasn't been further developed, as Bernfeld quite properly notes. There may be sublimations by means of other, simpler mechanisms. To summarize, the way of analyzing the economy of energy sources in the poetic activity of the young boy called Robert leaves an obvious residue that Bernfeld himself points to on page 339 as follows: Aus dem Rest der Melite geltende Objektlibido entwickeln sich Stimmungen. Melite is the girl he loves. And then on page 340, Bernfeld writes, Die Energie, mit der die tertiäre Bearbeitung vollzogen wird, ist nun unbezweifelbar unverdrängte Objektlibido.
That's where the problem lies if we make the phenomenon of sublimation dependent on the distinction between Libidoziel, Ich-Ziel, and Lustziel. And Sterba too, in an article that appeared the previous year, comes up again against the same problem. If everything depends on the redirection of the energy from one sphere to another, or a certain set of aims which undergoes a profound disturbance at the time of puberty, then when Bernfeld identifies that crucial point which seems so important to him in the poetic production of the boy, he is led expressly to refer the poetic vocation to the Ich-Ziele. And he resolves the question by saying that to become a poet is a name of the ego, which is manifested very early in the boy in question. These precocious activities are, in Bernfeld's eyes, only to be distinguished by the fact that they reflect what he has learned at school in a diffuse and non-personalized way, as a result of which all the productions of the time are marked with the sign of little value. They only seem to be interesting from the moment when the person concerned feels himself to be dramatically engaged in his activities. I am emphasizing factors that present the author in the most favorable of lights, but in a more or less fleeting way, how many children are there who during the latency period don't engage in poetic activity periodically? Freud was in a good position to observe it in one of his children. There is a problem there that is different from that of cultural transmission or imitation. The problem of sublimation has to be posed earlier, but we don't, for that reason, have to limit ourselves to individual development. The reason why there are poets, why a poetic vocation may suggest itself early to a young human being, cannot simply be solved, as with Bernfeld, by considering genetic development and the new characteristics that appear at the moment when sexuality becomes an issue in an obvious way. To fail to recognize that sexuality is there from the beginning in the young child, and is an even greater factor during the phase that precedes the latency period, is to fly in the face of the whole Freudian enterprise and discovery. If so much insistence has been placed on the pregenital sources of sublimation, it is for that reason. The problem of sublimation is raised long before the moment when the division between the aims of the libido and the aims of the ego are clear, apparent, and accessible at the level of consciousness. If I may be permitted to emphasize here something that I have taught you, I would say that the term I used in the effort to articulate sublimation in relation to what we have to deal with, das Ding, or what I call the thing, refers to a decisive place around which the definition of sublimation must be articulated. Even before I was born, and obviously therefore before the Ich-Ziele, the aims of the I, appear. The same remark applies to the comparison you have made between the use I make of the image of the thing and what Simmel does with it. There is in Simmel something of interest to me, since he has the notion not only of distanciation, but also of an object that cannot be attained. But it is nevertheless an object. On the other hand, what cannot be attained in the thing is precisely the thing, i.e., it's not an object. And the difference is a radical one that has to do with the appearance, between his time and mine, of the difference that is the Freudian unconscious. Simmel comes close to something that you have interpreted as an apprehension of anality, but he is unable to grasp it fully because of that fundamental difference. Kaufmann. As far as Bernfeld is concerned, the problem is merely made more confusing if the notion of value is introduced into the analysis of sublimation. He says, for example, that on the level of analysis, one shouldn't distinguish between the work of an artist and a stamp collection. Lacan, not only between a collection of works of art and a stamp collection, but between an art collection and, in a given child or parent, a collection of dirty pieces of paper. He resists introducing criteria that are alien to the criteria of psychic development. The last part of the article has to do with an effort to articulate sublimation on his curious experiment with groups of young people. The verification of the size of the penis is, in his eyes, the essential significant element of that period when children engage in reciprocal exhibitionism. According to him, there is here a conflict between the ego and the object libido. On the one hand, the ego exhibits itself narcissistically as the most handsome, strongest, and biggest. Another part is opposed to the ego because it goes in the direction of genital excitation. If the history of the association involved, that is for him the decisive side of the internal or esoteric ceremony of the group, it is from that point on that, according to him, one can talk of sublimation in their group activity. The problematic character of all his needs needs to be emphasized, especially if one adds that amongst those who consider themselves to be the strongest and the boldest, the exhibitionism is accompanied by collective masturbation. Mr. Kaufmann, in short, Bernfeld was out of luck. He treated sublimation in connection with the ideal ego just before Freud was in a position to inform him of the nature of this ideal ego, and in particular of the need to take into consideration the relation to the other. Lacan, you're an optimist. Those who have written on the subject afterwards also don't seem to have profited from the introduction of the ideal ego. Just read them,
including in the end the observations on sublimation and the article Neutralization and Sublimation, which appear in analysis studies, you won't find there the least attempt to articulate sublimation onto the ideal ego. And that's as far as we've got. That's the point we're starting from here. I would like to thank you for your presentation today. So as to highlight what we have learned, I hope you will allow me to quote the sentence that expresses the essence of Bernfeldian theory. Those components of the whole that are instinctive emotions and that are held together under the pressure of repression may be sublimated. Thus, the particular qualities of these components enable the ego function to be supported through the reinforcement of ego instincts that are currently threatened. That's the definition to which he holds, and which includes the two extremes you refer to. That is, either the ego is strong, and those whose ego instincts are precociously powerful form an aristocracy, an elite, and it is futile for him to say parenthetically that no emphasis is placed on value, given that it is, after all, impossible to avoid such an emphasis, or the ego instincts are threatened and have to call for assistance for the assistance furnished by the drives, to the extent, that is, that they can escape recuperation. That's the position Bernfeld reaches. It is, I assume, clear to you all that what I am concerned with this year is situated somewhere between a Freudian ethics and a Freudian aesthetics. Freudian aesthetics is involved because it reveals one of the phases of the function of the ethics. And it is really surprising that it hasn't been given greater prominence, given that in another form the subject has preoccupied psychoanalysis. Jones, for example, is always talking about the moral complacency, which is, in a way, which ethics makes use of in order to render the thing inaccessible to us, when it was already inaccessible from the beginning. I'm trying to show you how Freudian aesthetics, in the broadest meaning of the term, which means the analysis of the whole economy of signifiers, reveals that the thing is inaccessible. That needs to be placed right at the start of the problem so as to be able to articulate its consequences, and especially the question of idealization. In any case, you saw the last time in connection with the sublimation involved in the moral code of courtly love, the beginnings of the emergence of an ideal type. By way of conclusion, I would like to introduce a word whose full meaning will be apparent later, insofar as we distinguish in the sphere of ethics between two levels that are already there in classical thinkers, and that is discussed in the passage of De Officiis, to which I shall refer later. The question is whether the summum bonum should be articulated according to the honestas, that is the style of the honnête homme, and which must therefore be articulated as a certain form of organization, a certain lifestyle that is located in relation to the initial sublimation, or according to the utilitas, the concept that is at the basis of utilitarianism, with which I began by posing the problem of ethics this year, and its true essence I propose to show. End of Seminar 12, March the 2nd, 1960. The Red Book has a number of additions to March the 2nd at the beginning. Je vous ai annoncé pour aujourd'hui, à la suite de ce que nous avons développé, que je parlerai de Sade. Ce n'est pas sans certaine contrariété de la coupure qui va être prolongée que j'aborde ce sujet aujourd'hui. Je voudrais à moins, pendant cette leçon, éclaircir quelque chose qu'on pourrait appeler ainsi une sorte de malentendu latent qui pourrait se produire, à savoir que le fait Sade serait pour nous en quelque sorte lié à une façon toute extérieure de nous considérer comme pionniers, comme militants sur les limites. Il s'agirait en quelque sorte, par fonction, par profession, que nous suivions cette direction, qui serait indiquée à peu près en ces termes que nous serions destinés à chatouiller les extrêmes, si je puis dire. Le Sade seulement en ce sens serait notre parent ou notre précurseur, qu'il ouvre je ne sais quelle impasse, aberration, aporie, ou il serait même, pourquoi pas, concernant le champ de l'éthique, que nous avons choisi cette année d'explorer comme tel, recommandé de le suivre. Je crois qu'il importe extrêmement de dissiper ce malentendu solidaire d'un certain nombre d'autres, contre lesquels, en quelque sorte, je navigue dans le progrès que j'essaie de faire devant vous cette année. Il ne s'agit pas seulement là de quelque chose d'intéressant pour nous au sens où je le disais à l'instant, purement externe, je dirais même que jusqu'à un certain point, une certaine dimension d'ennui qui peut représenter pour vous, auditoire, je dois dire pourtant si patient, si fidèle, le champ que nous explorons cette année n'est pas à négliger comme ayant son sens propre. Ceci dit, nous avons parlé l'autre jour ensemble de ce petit article de Bernfeld, and it goes on to Kaufmann. L'article de Bernfeld, dont je voudrais vous rendre compte, paru en 1922 dans l'Imago, cet article se présente à nous comme un ensemble de considérations d'ordre historique d'abord. Bernfeld apparaît comme un lecteur et un commentateur de Freud, et en particulier, il a noté un certain nombre de textes de Freud relatifs à la sublimation, et dans une seconde partie, il applique ses vues de Freud telles qu'on pouvait les connaître à la date où il écrit, à des exemples de création sociale. Malheureusement, je n'ai pas pu disposer de l'ouvrage où sont apparues ses observations originales sur la poésie d'adolescent.
Il nous en donne un résumé qui nous permet au moins de fixer sa pensée théorique. Enfin, il reprend des exemples dans les vues qu'on pourrait qualifier, qu'il se refuse lui-même de qualifier de systématique sur la sublimation, et qui nous donne cependant une certaine orientation dont Bernfeld lui-même donne à son écrit une portée historique. D'ailleurs, lorsqu'on se réfère à la date de la publication, ces aspects historiques s'accentuent, puisque l'article de 22, c'est-à-dire qu'il se situe juste avant l'élaboration de la doctrine freudienne sur l'idéal du moi. Ce point est d'autant plus intéressant que c'est précisément sur le rôle de l'idéal du moi dans la sublimation que Bernfeld a notamment fait porter son analyse. Si bien qu'on peut dire que Bernfeld, dans cet article, est au fond plus intéressant encore par ses gauchissements qu'il représente vis-à-vis de ce que nous connaissons de la doctrine de Freud, pris dans son ensemble, que par rapport vraiment positif. Donc c'est un article qui est intéressant par son insertion à l'intérieur même de l'évolution de Freudisme, mais il a un autre intérêt, et c'est ici par la nécessité de rappeler dans une histoire qui va en deçà même de l'appréciation de Freudisme. En effet, au départ, Bernfeld nous dit, à propos de la sublimation, que cette notion était forgée par la psychanalyse et qu'elle a été transmise par la psychanalyse à la psychologie, spécialement à la psychologie de l'enfant, puisque Bernfeld se tient à mi-distance de ces deux domaines. Aussi, on se réfère aux trois essais. Cette assertion de Bernfeld sur l'origine de la notion même de la sublimation se trouve contredite par Freud, puisqu'il nous dit formellement que c'est à la sociologie que la notion est par lui empruntée. Les sociologues, nous dit-il, semblent d'accord pour dire que les forces qui créent le processus auquel on a donné le nom de sublimation constituent un des facteurs les plus importants. Nous ajouterons volontiers que le même processus joue un rôle dans le développement individuel. C'est ainsi que cette petite divergence entre Freud et ses commentateurs nous met sur une voie de problème méthodologique au fond essentiel qui touche à son interprétation qu'on donnerait de la psychanalyse, c'est-à-dire de la situation de la psychanalyse vis-à-vis de la sociologie, comme dit ici Freud. C'est à partir de cette remarque que je me suis préoccupé de savoir quels pouvaient être ces sociologues auxquels Freud faisait allusion. D'ailleurs, je me suis engagé là sans aucun guide, car je suppose qu'on peut trouver là-dessus des références. C'est donc un peu par hasard que j'ai lu tel ou tel auteur. Je suis tombé pour 3 noms, sur Hering, sur Vierkant et enfin sur Simmel. La première orientation, celle de Hering, m'a été suggérée dans une note de Höffling dans la psychologie fondée sur l'expérience. En effet, c'est à partir du problème de relation entre les pulsions et la civilisation que Höffling fait allusion ici à la contribution de Hering, dont il cite l'ouvrage « La finalité dans le droit ». Si j'ai pris cette citation d'Hoeffling, c'est pour des raisons que j'indiquerai plus tard. Il me semble que Hoeffling est un bon relais dans la recherche théorique des origines lointaines du freudianisme. La seconde référence est Vierkant, et j'ai simplement trouvé dans le dictionnaire sociologique du même auteur. Et enfin, la dernière, qui s'est avérée le plus intéressante, celle de Simmel. J'y suis allé en raison du titre d'un ouvrage connu de Simmel, Philosophie des Geld, Philosophie de l'argent. Or, je m'étais demandé si précisément on ne pourrait pas trouver dans cet ouvrage des anticipations intéressantes de ce que Freud nous articule sur la sublimation anale. Hering et Vierkant m'ont donné assez peu de choses, seulement la direction. Par contre, Simmel apparaît à travers la lecture de ce livre comme l'un des précurseurs de la doctrine freudienne sur la sublimation, ou du moins, disons, comme l'un de ceux qui nous permettaient d'en situer l'interprétation. Je serai bref sur les 2 premiers auteurs, Hering d'abord, dans son livre qui est difficile à lire car je n'ai pu me le procurer qu'à la Bibliothèque nationale, entre 2 ordres de considération. D'abord, des considérations qui peuvent paraître relativement banales sur le dépassement du tri, des pulsions. Cependant, il est intéressant de relever que Hering se préoccupe de savoir comment peuvent s'accorder 2 ordres qui ne dérivent pas directement l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'il parle d'une collaboration entre l'ordre des pulsions et l'ordre de la civilisation. Plus précisément, il oppose 2 groupes de ce qu'il appelle les blancs sociales. D'une part, la rétribution et les contraintes, d'autre part, le sentiment de devoir et d'amour. Donc, ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'il cherche notamment comment on peut intervenir dans une collaboration entre ces 2 groupes de principes. Il y a cependant dans Hering un côté plus intéressant à titre de suggestion, c'est le rôle fondamental qu'il fait dans l'éthique au langage. C'est le 2e volume de ce livre, le chapitre 9 de l'éthique. Il parle de l'autorité de langage dans les choses de l'éthique. Et voici ce qu'il nous dit. Il y a une sorte de dépôt de l'expérience humaine dans le langage et intervient souvent dans la conscience une confrontation entre le sentiment que le sujet peut avoir de ses motivations pratiques et d'autre part la signification sociale qui se trouve déployée dans le langage. L'usage du langage, dit-il, qui renferme ce trésor, il s'agit de l'expérience cumulée de l'humanité, peut servir à chaque moment d'épreuve et produit une accentuation du sentiment de la part du langage.
Cet usage du langage est un fait que la science doit respecter, et c'est ainsi que sa méthode d'analyse éthique sera à travers la terminologie de l'éthique, de chercher à accéder à l'essence même de l'éthique. Dans cette vue, il fait une théorie générale de ce que le sociologue appelle aujourd'hui régulation, c'est-à-dire notamment la civilité, le contrôle social de la civilité et de la politesse. Il se réfère notamment à des livres qui figurent à la Bibliothèque nationale de l'abbé Morvan de Bellegarde, Réflexions sur ce qui peut plaire ou déplaire dans le commerce du monde. Ces livres semblent être riches en promesses. En ce qui concerne Fiergange, je serai très bref. Fiergange cherche lui-même cet accord, donc on peut dire que sommairement il est l'objet de la sublimation entre l'ordre des pulsions et l'ordre de la culture. Je viens tout de suite au livre de Simmel, Philosophie de l'argent. Ce livre comprend deux parties. Il est paru en 1900. Il y a une partie analytique et une partie synthétique. La partie analytique comprend 3 chapitres, la valeur et l'argent, la valeur substantielle de l'argent et l'argent dans la série finale. Il introduit ici, dans son 3e chapitre, à la fois l'idée série et l'idée de finalité, et le fait solidairement. La seconde partie comprend un chapitre sur la liberté individuelle, sur les valeurs personnelles qui peuvent tenir lieu d'équivalent à l'argent. Le chapitre suivant porte sur le style de vie. Et on trouve en germe dans ce chapitre, ainsi que dans les chapitres précédents, le problème qui a été soulevé par Freud à propos du caractère anal. D'une manière générale, ce qui nous intéresse dans le livre Simmel, c'est qu'il relie le problème de la signification de l'argent explicitement au problème de la satisfaction du besoin, de la distance de la chose et en sens très voisin de celui qui a été envisagé ici, et enfin de la sublimation. C'est le terme de sublimation qui se trouve évoqué à propos de l'article de l'art à la page 24. La sublimation se trouve ici évoquée par Simmel à propos de la mise à distance de l'objet. Je vais prendre des indications de Simmel dans son premier chapitre à partir de la page 16. Il nous dit que, bien que la pulsion normalement exige un objet pour sa satisfaction, dans bien des cas, cette pulsion se dirige seulement vers cette satisfaction de telle manière que la nature même de l'objet lui soit indifférente. Je prends par exemple l'objet féminin, en exclusion de toute espèce de choix, et ensuite il montre comment la conscience va au contraire chercher à spécifier cet objet de satisfaction. Primitivement, nous avons, dit-il, un getrieben werden, c'est-à-dire que nous sommes poussés ensemble par derrière, tandis qu'au contraire, au fur et à mesure que l'objet va se spécifier, nous sommes en présence d'un terminus ad quem. De plus en plus, la satisfaction sera cherchée dans un terminus ad plusum. C'est ainsi que nous allons voir apparaître un objet qui va prendre une signification intrinsèque, et à cette signification dans la pensée de Simmel va s'attacher précisément une valeur. On peut remarquer en passant que Simmel introduit une notion qui rappelle à bien des égards la notion freudienne de narcissisme. En effet, il nous dit, à mesure que se produit la spécialisation et l'affinement du besoin de la conscience, une certaine quantité de force se retrouve retirée au besoin solipsiste. C'est-à-dire que nous avons quelque chose ici d'analogue au passage de la libido narcissique à la libido objectale. Ce passage, pour le décrire, Simmel introduit précisément la notion de distance, la chose étant précisément ce qui va se donner à distance. Là où on reconnaît, dit-il, la signification profonde propre de la chose, là est la distance. Il ajoute dans les pages suivantes que cette constitution, en somme, d'un objet indépendant du moi et la distance du moi correspondent à une atténuation et affaiblissement des affects du désir. Et à la faveur de cette distanciation de l'objet, il va se produire une séparation entre sujet et objet, et voici en quel terme il nous le présente. Nous nommons l'acte où intervient une unification du sujet et de l'objet de satisfaction, un acte subjectif, tandis que dans la réalité, ici interviennent 3 termes qui sont Hinter, Nitz, Versagung et Ausschau, c'est-à-dire que c'est à travers un obstacle, un déni, un adjournement qui va se produire la division entre sujet et objet. Il y aura une coupure qui va intervenir ici entre le sujet et l'objet, et il ajoute, avec ce même procédé d'inhibition et de distension, nous allons voir apparaître une signification propre au moi et une signification propre à l'objet. Et c'est dans ce contexte qu'il va introduire le terme et l'idée de la sublimation. Mais ce qui est intéressant, c'est justement que cette idée de sublimation va se trouver associée à l'idée de distance. Il oppose le cas où nous avons simplement le sentiment concret de la chose, celui où nous avons une abstraction et une sublimation. Il introduit ici le terme de distanciation pour désigner cette mise à distance de l'objet et le rapport où se trouve le moi vis-à-vis de l'objet distant, notamment dans l'art.
Ce simple texte nous montre qu'il y a quelques intérêts à interroger sur la source du même terme de sublimation et sur le contexte dans lequel Bernfeld a situé son interprétation. Je disais que l'un des premiers buts de Bernfeld est de se présenter à nous comme un lecteur de Freud, c'est-à-dire qu'il cite un certain nombre de textes de Freud, et ce qu'il ne prélève pas sur le texte est au moins intéressant qu'il cite, car justement, tout ce que Bernfeld écarte dans les citations de Freud concerne précisément cet aspect culturel que Simmel avait pris en considération. D'une manière générale, dans la systématisation des textes, nous ne trouvons rien en particulièrement original dans l'exposé de Bernfeld. Voici ce qu'il nous dit de la sublimation telle qu'il pense la présenter d'après Freud. Il nous dit d'abord que la sublimation est un destin que la pulsion sexuelle doit subir en raison du déni extérieur ou intérieur de son but. Là, il se réfère à Leonardo da Vinci, aux 3 essais, à l'article sur l'érotisme mental et l'impulsion narcissique. En second lieu, il dit que ce destin spécifique s'accomplit dans la mesure où il intéresse la libido objectale. Il consiste en ceci que la pulsion se déplace sur un but autre éloigné de la satisfaction sexuelle, et il y a là accent sur le fait qu'il se détourne du sexuel. Et il se réfère ensuite à un texte sur la psychologie des foules. Il y a aussi un petit problème que je n'ai encore pas résoudre, mais qui ne me paraît pas devoir être laissé à côté. Le problème consiste à ceci, qui ne cite pas le texte qui est donné par une édition que j'ai eu en main, c'est-à-dire par l'édition d'Imago. Alors, la différence porte sur un point qui est en vérité très important pour l'interprétation de la notion même de la sublimation. D'après la référence de Bernfeld, il semble qu'il s'agit du texte de l'édition de 1918 des Petits Écrits. Voici le texte. Le gauchissement du but de la pulsion du sexuel définit donc la sublimation. Il dit alors, citant Freud, deren Abteilung vom Idealik ausgeht. Il dit que cette sublimation est issue, le terme est très fort, ausgeht, origine en est dans le moi idéal. Il poursuit, deren Durchführung aber durchaus unabhängig von solcher Anregung bleibt. Donc, l'accomplissement, la réalisation demeure entièrement indépendante d'une telle excitation, d'une telle mise en stimulation. Or, ce texte d'Imago nous donne un grec mag, c'est-à-dire qu'après ce texte que nous avons maintenant, il n'est plus dit que la sublimation a son origine dans le moi idéal, il n'est plus dit qu'elle est issue de ce moi idéal, mais qu'elle peut être excitée, être stimulée. Il y a ici 2 hypothèses qui peuvent être formulées, ou bien il a mal lu son texte, ou bien le texte a été modifié. Ça peut arriver, c'est flagrant, puisque c'est ce que j'avais fait dans mes notes, Kaufmann. Et ce problème me paraît d'autant plus important pour l'interprétation d'ensemble que toute son interprétation de sublimation repose précisément sur l'accord qu'il s'attribuerait entre libido objectal défoulé d'une part, les buts du moi, c'est-à-dire qu'il accentue ce qu'il appelle les buts du moi, la part qui revient au moi dans la sublimation. Je vais en venir maintenant aux exemples que Bernfeld nous donne. Son premier exemple est celui de la création poétique d'un adolescent qui a étudié entre 13 et 19 ans. Voici l'allure générale de l'observation. Le jeune homme a commencé à rimer, il parle toujours des poèmes, mais il prend soin de dire que c'est seulement dans la 3e période du développement de ce que cette poésie on peut vraiment parler d'art à 13 ans. Et il écrit alors des ballades dont la matière est empruntée en général à l'enseignement scolaire. À 14 ans et demi, il écrit sa première poésie lyrique qui est issue de sa vie personnelle. Et entre 15 et 19, il écrit à profusion de nouvelles, des drames, des poésies, des récits autobiographiques uniquement issus de sa vie personnelle. Le commentaire général est qu'avant 14 et demi, la situation est dominée par un complexe de castration. À 14 et demi se produit l'expérience de la puberté, une tentative de choix d'objet par rapport à une imago maternelle. À 15 ans, dit Bernfeld, se produit le refoulement des composants sensibles en vertu d'une réanimation régressive du complexe d'Édipe, et ce phénomène culmine entre 16 et 17 ans. Cela étant, Bernfeld pose de question de savoir avec quelle énergie le poète écrit. D'abord, de 13 à 14 ans et demi, il nous dit que la source d'énergie est ich triebe et ich libido, la pulsion du moi et le libido du moi. Das idéalique Verfichtung phénomène. Il assume ces situations dans son moi idéal. Je voudrais être quelque chose de grand et plus tard un poète. Donc, dès le départ, l'accent est mis sur le moi idéal et toute l'analyse de Bernfeld va consister en ceci que le libido objectal, qui d'abord est reprimé et ensuite défoulé, serait dans une 3e période et en partie à nouveau refoulé et en partie mis au service du moi idéal et de ce qu'il appelle les buts du moi.
Alors, dans cette première période, il y a cet idéal qui est assumé. D'autre part, il y a refoulement. Il dit refoulement des objets sexuels, la mère et la sœur. Et d'autre part, il y a une lutte qui s'engage contre la masturbation qui détermine les fantaisies. Il dit que dans cette première période, les fantaisies n'ont aucune connexion avec ces poèmes, c'est-à-dire qu'ils ne riment que pour les exercer et pour voir ce qu'il peut faire. Et Bernfeld dit que dans cette phase, les buts refoulés de la libido objectale refluent dans la rêverie et non pas dans les poèmes. La seconde période est celle qui va de 14 ans et demi à 15 ans et demi, et il écrit des poèmes lyriques avec beaucoup de facilité. À ce moment-là, les pulsions sexuelles forcent l'entrée de la conscience et commencent à se rassembler sur un objet. Il était pris d'un certain Mélita, son amour pour Mélita est ordonné au but du moi. Il s'affirme comme une force géniale sur le modèle du jeune Goethe à Salzbourg. Cependant, la dynamique des rêveries n'est pas modifiée dans cette période. Elles reçoivent un emploi de la libido objectale et sont colorées dans leur contenu par Mélita, mais ne sont pas plus qu'auparavant ordonnées au but du moi. Leur fonctionnement est celui des rêves entièrement déterminés par l'inconscient. Dans cette période, ce sont des sentiments issus de son amour pour Mélita et qui sont à la source de ses poèmes. Il ajoute alors, d'ailleurs ici, qu'il serait trop long de préciser le rôle de ce Stimmung dans l'épanouissement de cette activité poétique. Il précise qu'au cours de cette période, il n'est pas du tout question d'un gauchissement du but de la libido objectale. Cependant, dit-il, l'auteur se préoccupe de ses poèmes, il les corrige par exemple, mais là c'est une manifestation de l'activité des pulsions du moi et de la libido du moi qui n'a pas encore été déposée. Abandonner le but d'être poète qui s'annexe des produits des pulsions sexuelles qui font leur apparition sans qu'il ait participation à sa production. Il s'agit donc d'une annexion par les pulsions du moi et par le libido objectal d'un produit spontané des sentiments. Et c'est dans la troisième période, dit-il, que nous allons pouvoir caractériser la production artistique comme telle. Tout d'abord, ce qui est essentiel, c'est que le libido objectal dirigé sur Mélita éprouve une énergie. Nous allons voir comment cette énergie, cette libido objectal va se partager. Il y a d'abord une quantité notable qui se trouve refoulée, qui reflue vers l'Oedipe et qui intensifie les rêveries d'une manière excessive. Lacan, ces versagons, ces dénis est considéré comme un surgissement interne, spontané. Il n'y a aucune intervention à ce moment-là de l'extérieur. Il y a un virage de ces rapports avec la Mélita en question. Kaufmann, oui, au début, dans son analyse initiale, il parle d'une Versagung intérieure ou extérieure. Lacan, mais dans ce cas limite dont il s'agit, il entend bien que c'est en fonction de la résistance de l'Oedipe, puisque c'est là clairement son idée, que surgit dans cet amour enfantin la culpabilité. Il y fait jouer le rôle le plus direct dans le mirage que prend toute la production littéraire. Kaufmann insiste sur ce rapport avec Mélita. Il dit qu'une certaine quantité de demeure non inhibée est dirigée vers Mélita, qui lui apparaît comme n'étant pas oublié, mais comme inaccessible. Nicht vergessen, aber unerreichbar. Ensuite, du côté du moi, le moi apparaît très renforcé dans sa portion libidinale, dont son but d'être poète est en vertu d'un nouvel investissement libidinal puisant du moi initial. Poète et ascète, surhomme, moraliste, etc. À partir de la libido objectale tournée vers Mélita, se développent des sentiments. Les poèmes de Robert sont tout à fait changés. Ils prennent de l'ampleur. Ils sont caractérisés par ces images qui sont issues de la rêverie. Et d'autre part, les expériences affectives sont travaillées par ces poèmes. Nous allons voir que c'est ce terme de Verarbeitung, de la signification de cette Gearbeitung, qui va être essentiel. Voici ce que dit Bernfeld. J'ai dans mon travail caractérisé cette période comme étant une période consciemment artiste. Dans cette période, une part très considérable d'énergie est employée à l'élaboration artistique des sentiments. Alors ici, tantôt, il oppose Stimmung et rêverie, il dit der Stimmungen der Allem, au moins que cela veuille dire utiliser à l'élaboration des sentiments et surtout des rêveries. Cela veut dire Lacan avant tout des rêveries diurnes. Kaufmann, il se produit dans une élaboration tertiaire qui intervient au service du moi, du but du moi, et à la faveur de cette élaboration, le rêveur devient un poète. Cette élaboration tertiaire se comprend par l'élaboration secondaire que vise Freud à propos du fantasme et de la fantaisie. Maintenant, quelle est l'énergie que soutient cette élaboration tertiaire? Cette énergie, incontestablement, dit-il, est celle de la libido objectale qui n'est plus refoulée et qui est détournée, infléchie de son propre objet Mélita vers les poésies propres. Il dit qu'il est épris de ses romans mais comme pour insister ici sur la réalisation de ce dépassement.
En somme, la véritable qualification d'activité artistique vient lorsque les fantasies sont élaborées par le moi et conformément au but du moi idéal, avec des concours de l'énergie de la libido objectale qui n'est pas refusée. And then we get back to the text. In other words, I think that what emerges from your exposé are the obscurities, etc.